Tu reconnais un morceau de Nile quand tu l'entends, parce qu'il ne fait qu'un avec le groove. Je ne connais personne qui a écrit autant de chansons que lui. Son travail se lit comme une histoire de la pop des années 80. C'est le cas de très peu d'artistes. C'est une légende vivante. C'est quand même une machine à groover. Il est né avec ça dans le sang, c'est viscéral. C'est un musicien extraordinaire et un producteur incroyable. Duran Duran n'aurait jamais connu la même carrière sans Nile. Il est hors compétition. Nile est aujourd'hui un trésor international. Il a créé les plus grands tubes de ces 35 dernières années. Il a traversé les générations. Fondateur de Chic et producteur de génie, Nile Rodgers continue d'enflammer les foules. Je me suis toujours senti chez moi à New York. J'étais un enfant sage, un enfant bosseur, un peu fou, amoureux de la musique et amoureux de sa ville. Né dans les années 50 à New York d'une fille mère de 13 ans, Nile Rodgers a souvent été livré à lui-même. La musique s'est alors imposée à lui comme un précieux compagnon de route. Rien ne le prédestinait à être le génie de la musique qu'il est devenu. J'ai été élevé par des héroïnomanes. Il y avait de la drogue à la maison. Comme j'étais très jeune, je ne savais pas que toutes ces choses étaient mauvaises. Mes parents étaient comme ça. C'est tout. À mes yeux, ils étaient géniaux. Je les trouvais fantastiques, quasiment extraordinaires. Nile est confronté au racisme et à la ségrégation de l'époque. Les films Superfly ou encore Shaft, issus du courant culturel dit de la Blaxploitation, participent à la prise de conscience de son identité noire. Il côtoie le mouvement révolutionnaire afro-américain des Black Panthers et cet engagement prend pour lui une orientation plus sociale que politique. Quand j'étais jeune, ma mère s'est mariée avec un blanc juif. J'ai donc grandi dans une famille multiraciale, avec des influences noires, blanches, portoricaines. Ma mère avait aussi beaucoup d'amis gays. Je dirais qu'on avait un mode de vie vraiment branché, presque bohémien. J'ai commencé à comprendre que certains abordaient le concept de race autrement, quand je me suis mis à fréquenter du monde et que certains ont commencé à nous attaquer. En grandissant, j'ai peu à peu réalisé que les gens considéraient la race, la politique et la musique différemment que dans ma famille. J'ai très certainement choisi la musique parce que tu dois t'y exercer très jeune. J'ai dû me débrouiller seul. Et j'étais très souvent seul. Et j'avais juste à... Je n'ai commencé la guitare qu'à l'âge de 16 ans. Mais à 19, je jouais et lisais déjà parfaitement des partitions. Et puis, j'ai décroché mon premier travail sur 1 rue Sésame. En 1970, Nile Rodgers fait la rencontre qui change le cours de sa vie. Bernard Edwards. Ensemble, ils fondent la Chic Organization. Where did we first meet? We first met in the Bronx. I was looking for a guitar player, and I was working at the post office. That's right. And I realized that you were the boyfriend of her daughter's boyfriend. Whatever. And I have been looking for you, but I couldn't find you. Ils ont mis au centre de leur production leur travail de guitare et de basse, parce que déjà, ils se convenaient l'un l'autre. Nile and I been together since we were about 17, so we've known him about 25 years. And when I first met him, he was a hippie, and he had really thick glasses and a funny hairdo with his hair sticking up in the front. And he was a real skinny little guy with a really big guitar, so that's my memory of him. In the beginning, we didn't have enough money to make a record.
So what Niall and I used to do, we had a friend that worked in a studio, and at night when the studio would close, we would sneak in afterwards and actually make our songs. We recorded Dance, 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 and Everybody Dance for free that way because we didn't have any money. And our friend worked in the studio, and we'd sneak in at night. And Luther was doing a job over at Radio City, and we were the backup band. So we'd go over there and play in between shows. We'd run back to the studio and put down some more parts and come back and finish the show. So we made our first tapes for free, but it was like after hours. We were sneaking around. Chic, ce n'était pas qu'une guitare, c'était une espèce de groove. Nile est connu pour son groove. Sa signature, c'est la guitare. Mais le groove, ce genre de choses est contagieux. La musique de Chic était presque funky punk, parce qu'elle était vraiment épurée. À la fin des années 70, le disco est omniprésent et participe à la libération des minorités. Noirs, hispaniques et homosexuels s'emparent des dance floors. Le titre de Chic, Everybody Dance, est alors incontournable. Nile Rodgers et Bernard Edwards écrivent ensemble les plus grands tubes du genre. Cependant, ils ne se considèrent pas comme un groupe disco. Chic est pour eux un concept et ils décident de travailler leur image différemment. En Amérique, on avait un gros problème de racisme. Donc on a pensé que si on prétendait être des Français qui jouaient du funk américain et qu'on était sophistiqués, on pourrait contourner le problème. Bizarrement, en Amérique, la France est plus considérée comme une culture à part entière que comme un peuple. Mais au tout début, c'était seulement une astuce marketing. C'est pour ça qu'on ne nous voit pas sur la pochette de notre premier album. Une fois qu'on est devenu connu et que les gens ont vu qu'on était seulement un groupe de R&B new-yorkais, alors à ce moment-là, on avait déjà notre public. D'autres groupes ont prétendu avoir travaillé dur pour être sophistiqués. Je pense que Chic n'a pas eu besoin d'en faire beaucoup pour atteindre cette incroyable sophistication. Certains disaient que Chic était un groupe de disco noir qui essayait de faire de la musique blanche. Je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'ils essayaient, à mon avis, de faire une musique qui leur ressemblait. Grace Jones nous a invités à la rencontrer. C'était le soir du Nouvel An, la plus grosse soirée de l'année dans le plus gros club du monde. Elle nous avait personnellement invités. Elle nous avait dit de passer par la porte de service et de tout simplement dire qu'on était des amis de mademoiselle Grace Jones. C'est ce qu'on a fait. Mais le gars ne nous a pas cru. Et il nous a claqué la porte à la figure en nous disant d'aller nous faire voir. On a réessayé en tentant d'imiter l'accent de Grace, qui nous avait déjà appelé mais qu'on n'avait jamais rencontré. Mais vous savez, au téléphone, elle avait cet accent étrange. Alors on a dit non, on est des amis de Miss Grace Jones. Mais on aurait plutôt dit un mélange entre Bela Lugosi et Bob Marley ou un truc comme ça. Le mec très en colère nous a à nouveau claqué la porte au nez en nous disant « Les mecs, allez vous faire voir !» Alors on est allé à mon appartement, qui était au coin de la rue du Studio 54, et on a commencé un bœuf sur Ah, fuck off. Fuck Studio 54. Fuck off. Fuck Studio 54. Fuck off. Fuck Studio 54. Et on a transformé ça en Avec le fric, les fondateurs de Chic révèlent l'étendue de leur génie musical. En effet, ils parviennent à créer, avec un minimum d'instruments, un tube terriblement efficace, vendu à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde. Comme souvent dans les chansons dance ou disco, on commence toujours par la rythmique. Donc là, en l'occurrence, les premières pistes sont les pistes de batterie. Donc on peut les écouter ici. Je ne sais pas ce que vous entendez là. Bon. Ça, c'est la rythmique de le fric. A priori, comme ça, c'est pas évident. Mais on va commencer par ajouter la basse de Bernard Edwards. On commence à reconnaître déjà un peu, mais ce qui est
phénoménal, c'est qu'il suffit de un élément, en plus de la rythmique qui est, on va dire, une rythmique, ça peut être tout et n'importe quoi. Il suffit juste d'un petit élément mélodique pour déjà avoir la puce à l'oreille. Et le deuxième élément qui a été enregistré chronologiquement après la batterie et la basse, puisque c'est dans l'ordre que ça se découvre, et c'est cela. Donc on va attendre la reprise de la boucle. Et là, on se dit, mais là je commence vraiment à connaître. Donc ça c'est la première guitare de Nile Rodgers. Et il y en a deux. Il enregistre toujours deux guitares qui sont entrelacées. Et là on va reconnaître tout de suite. Voilà. Et là, grosso modo, on a mis 1, 2, 3, deux guitares, une batterie, une basse, donc 4 éléments. On a déjà 90% de la chanson. Et le secret de Chic, c'est ça, c'est de faire un groove avec quasiment rien, c'est-à-dire 3 personnes dans une pièce, et on a la chanson. Voilà. Et le reste, finalement, ça va être enjolivé, tout ça. Séparément, la basse, elle accompagne, mais toute seule, elle veut rien dire. La guitare, elle accompagne la basse et d'autres choses, mais toute seule, elle veut rien dire. Là, c'est vraiment, voilà, il y avait Nile Rodgers, il y avait Bernard Edwards, c'était leur groupe. Et ça s'entend. C'est-à-dire qu'on en met un, on met l'autre, et on a à peu près tout. En général, les bassistes et les guitaristes sont des accompagnateurs, donc c'est vraiment pas eux dont on se souvient. Donc ils ont quand même réussi le fantasme de tout musicien, c'est-à-dire de musicien accompagnateur, devenir vraiment celui qui est en premier plan de chaque morceau. On parle de Nile Rodgers aujourd'hui, on parle de Bernard Edwards, même s'il est décédé il y a fort longtemps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à créer ça dans l'histoire de la musique. C'est ce qui rend Chic unique. On ne colle pas seulement au morceau, on l'interprète. Alors je joue. Quand je joue un groove, ça donne ça. Les tubes I Want Your Love ou encore Good Times assoient définitivement la renommée de Nile Rodgers et Bernard Edwards. Well, Nile and I started out producing together. We became producers because when we formed the band Chic, nobody would producers. So we had to be the producers. We wrote the songs and nobody wanted to do it, so Nile and I became producers. We didn't know what a producer was. Les Rolling Stones et Bette Midler. Ils nous ont demandé de les produire parce que la musique disco était si populaire à cette époque-là que tout le monde pensait que pour être dans les meilleures ventes, il fallait avoir un album disco. Et pour une raison que j'ignore, ils pensaient qu'on était les rois du disco, qu'on avait le Studio 54 dans une bouteille et qu'il nous suffisait d'en verser sur quelqu'un pour qu'il ait son son disco. C'est très intéressant car on ne se voyait pas du tout comme ça. Le fait que tout le monde nous voyait comme les rois du disco nous amusait beaucoup. Car si on nous avait demandé de faire un morceau pour les Rolling Stones, la dernière chose à laquelle on aurait pensé aurait été de leur faire un morceau disco. Quand on leur a proposé de travailler avec des artistes comme la célèbre Aretha Franklin, ils ont dit qu'ils n'assumeraient pas d'être à l'origine de son virage disco. Ahmet Ertegun leur a proposé de choisir parmi les artistes d'Atlantic Records, les Stones compris, ceux avec qui ils voulaient travailler. Ils ont choisi les Sister Sledge qui étaient à peine connus à cette époque. Le président de la maison de disques a pensé à nous. Il pensait qu'on avait une formule magique. J'ai répondu que oui, on l'avait, et qu'elle fonctionnait si bien que je pourrais même faire de sa secrétaire une star. Il a dit « Vous entendez quoi par là ?» J'ai répondu que chaque chanson qu'on écrivait s'appuyait sur une vérité. Il nous a ensuite parlé de l'histoire de ce groupe, les Sister Sledge, qu'elle faisait partie de la famille au sein du label et qu'il croyait beaucoup en elle, et d'autres choses dans ce genre. Quand on est rentré chez nous et qu'on a relu ce qu'il nous avait dit, on avait déjà les paroles et la structure de We Are Family.
Après le succès de Sister Sledge, personne ne doute de leur savoir-faire. En Europe, le producteur Claude Carrère les choisit pour composer le prochain album de sa protégée, Sheila. Quand il prend quelqu'un comme moi, qui était complètement inconnu aux États-Unis, etc., il avait envie de construire la suite de ma carrière. On a écrit des chansons qui traitaient de sujets plus sophistiqués que la pop de l'époque. Quand Spacer est sorti, on ne savait pas que ça allait marcher, parce que c'était de l'anglais pour une artiste française. Mais d'une certaine manière, ça a parlé aux gens et ça a marché. Très bien marché même. Et ça a transformé sa vie. Et elle est devenue bien plus indépendante après ça. Cet album était énorme pour elle, et il a eu l'effet qu'on attendait. Lui donner le pouvoir et la rendre plus forte. Mon producteur de l'époque, lui, trouvait ça pas assez disco. Il était désespéré, il aimait pas Spacer, il voulait quelque chose qui correspondait à Singing in the Rain, tout ce que j'avais fait avant. Et Nile a dit, moi, je ne parle pas avec vous, vous êtes la personne qui s'occupe de l'argent, je veux parler à l'artiste et je ne verrai qu'avec elle. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils ont pris ma carrière, ils lui ont fait faire un demi-tour et ils m'ont mis ailleurs. Et ça m'a ouvert le monde. Il est toujours à la recherche de cette chose qui fait bouger les gens et qui les entraîne. J'ai été très chanceux de travailler avec des gens géniaux tout au long de ma vie. Je ne veux pas travailler avec des gens juste ordinaires. Je veux travailler avec les plus grands. Je pense qu'il a juré allégeance au groove. L'ascension des deux jeunes producteurs ne s'arrête plus. En 1980, l'immense diva Diana Ross veut changer d'image et sortir des griffes de la Motown. Nile et Bernard lui concoctent alors un album sur mesure. Notre relation avec Diana Ross, plutôt que de lui envoyer simplement ses chansons comme le faisait la Motown, nous on l'interviewait et on lui écrivait des chansons sur mesure. On voulait vraiment écrire une chanson sur la nouvelle Diana Ross. Elle voulait mettre le monde sans dessus-dessous. C'est ce qu'elle voulait. C'était son plus grand souhait. Mettre son monde et sa vie upside down. Il y avait une boîte de travestis, le Gilded Grape, et j'y suis allé un soir alors qu'on faisait la tournée des bars underground. Je suis allé aux toilettes. Je me tenais devant l'urinoir quand j'ai vu derrière moi une brochette de drag queens, tous déguisés en Diana Ross. Et tous étaient avec moi dans ces toilettes à ce moment précis. Cette image m'a tellement marqué que j'ai couru à l'extérieur et que j'ai appelé mon partenaire. Bernard, souviens-toi bien de ça. On doit écrire une chanson qui s'appelle I'm Coming Out. Il a eu cette idée fabuleuse d'associer un terme de cette communauté à la volonté de Diana Ross de sortir de la Motown, de s'imposer comme une grande artiste, et donc il a écrit une chanson à 2 lectures. Elle a compris une des lectures, elle n'a pas compris la deuxième, il s'est pas étendu sur la deuxième, il lui a pas menti, mais il lui a pas non plus tout expliqué. Quand les premières bandes de l'album de Diana ont été envoyées à la Motown, Miss Ross ne les a pas aimées. Et je pense qu'elle avait peur que ce soit un peu trop fouillis, trop radical. Et son public n'accepterait peut-être pas ce virage dans sa carrière. On est allé chez elle. On était plus qu'impressionnés. On a écrit à partir de ce qu'on a vu et de ce qu'on imaginait. C'était l'album vérité. Finalement, tout a très bien marché, parce que c'est devenu le plus gros succès de sa carrière. Diana Ross n'avait jamais vendu 6 millions d'albums. C'était énorme. Et ça vaut pour n'importe qui. Une artiste noire qui vend 6 millions d'albums, c'est juste énorme. En Amérique, c'est en 1979 que le mouvement Disco Sucks a vraiment connu son essor. Un DJ d'une radio de Chicago, Steve Dahl, a eu l'idée d'organiser pendant la mi-temps d'un match de baseball une grande démolition disco.
Il a incité tout le monde à ramener des albums et des vinyles disco pour les dynamiter. Between games, WLUP's Steve Dahl led his followers in song and chants on the field, and then proceeded to blow up the disco records collected in a box in center field. On voyait le disco dans la pub, on voyait le disco sur tous les produits vestimentaires et il y a eu un ras-le-bol général. Toutes les radios avaient changé leur format aux États-Unis, étaient passées d'un format pop-rock à un format disco parce que c'est ça qui faisait l'audience, parce que c'est ça qui vendait de la pub et on n'entendait que ça partout. Or, cette musique, il ne faut pas l'oublier, est issue des minorités. Ce mouvement a certainement été alimenté, entre autres, par le racisme et l'homophobie. Mais je pense aussi qu'il y a des raisons économiques et une incompréhension culturelle parce que les artistes disco donnaient l'impression d'avoir une vie de star au beau milieu d'une des plus grosses récessions économiques depuis la Grande Dépression. Je peux comprendre que les gens du Midwest, et particulièrement les classes moyennes et populaires blanches, se demandaient alors comment des Portoricains, des Noirs, des homos et des féministes pouvaient s'amuser autant alors qu'ils étaient eux dans la misère. Je peux comprendre les deux points de vue. Mais quand on en vient à diaboliser une culture musicale entière, ça me met en rogne. La fin très abrupte du disco a été vécue comme un uppercut pour le groupe et pour Nile en particulier. Après, ça a provoqué une crise de confiance pour Nile, ça a provoqué des doutes qui ensuite lui ont permis de faire ce qu'il avait toujours voulu faire, c'est-à-dire de faire tomber les barrières raciales et de pouvoir exprimer son talent avec des artistes issus de toutes les scènes musicales possibles. Donc ça a été aussi une grande chance pour lui. Alors, au plus bas de sa carrière, Nile Rodgers rencontre par hasard David Bowie dans un bar de New York. David Bowie a besoin de tubes. Nile Rodgers veut revenir sur le devant de la scène. Malgré leurs différences, les deux artistes, alors sans maison de disques, entament une collaboration fructueuse. Les premières notes de l'album Let's Dance retentissent. Un matin, il est rentré dans ma chambre et il a commencé à jouer de la guitare folk. Il a joué un riff. Je ne me souviens pas exactement, mais ça donnait quelque chose comme... Il y avait une sorte de voix touchante. Quelque chose qui ressemblait à... C'est sans doute pas exactement ça. Mais c'est ce dont je me souviens. Quelque chose dans le genre. J'avais peur d'être Nile Rodgers, d'être le mec disco. Je me suis forcé à ne pas aller vers ça. C'est sympa pourtant. Je suis monté dans les notes et c'est pour ça que, lorsque vous écoutez le morceau, la clarté et la consistance de toutes les notes du haut font une grosse différence à la première écoute. David aimait ça. Il aimait le... Bowie était sobre à l'époque. Moi, en étant dans le monde du rock'n'roll, je ne comprenais même pas le concept de sobriété. J'étais totalement hors de contrôle, plongé dans la drogue et l'alcool. Mais David m'a beaucoup parlé de ce que signifiait la sobriété et devenir sobre, que c'était une part importante de sa vie.
Et venant d'une famille d'héroïnomanes, vous connaissez tout le jargon du milieu de la drogue. China veut dire héroïne et girl, cocaïne. Je crois que c'est une chanson qu'il avait écrite à l'origine avec Iggy Pop. Ce n'était pas une nouvelle chanson, c'était une chanson écrite il y a des années. Et je suis sûr avant même qu'il ne devienne sobre. Je crois que c'est une chanson sur le speedballing, une chanson parfaitement intelligente sur la China blanche et la girl. Mais j'étais inquiet, j'avais peur qu'il me vire parce que c'était un peu cucu et très pop. Je l'ai pris à part et je lui ai dit « David, j'ai pensé à cette chanson, China Girl. » Et un petit riff m'est venu. Et j'ai joué le... Et au lieu de me mettre dehors, il a en fait adoré. Waouh, c'est génial! Et j'ai ajouté « Tu aimes? Écoute ça alors. » Et j'ai fait jouer tout l'orchestre. L'album Let's Dance a été fait de A à Z, mixage compris, en 17 jours. What can we expect, not knowing, I've heard the track, but not knowing what vision we can look forward to? I think it's a lot more straightforward than anything I've done for a long time. It's not so concerned with juxtaposing surreal images together. Right. It's a very direct statement about integration of one culture with another. Nile, ce qui le préoccupait, c'était de fournir des hit singles à ses clients. Ses clients, c'était les artistes. Ces artistes avaient déjà leur propre crédibilité. Il n'a pas pris un artiste pour le rendre crédible, il a pris un artiste pour le rendre extrêmement populaire. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire. Le morceau que j'ai fait pour In Excess était un énorme succès. J'ai travaillé avec eux juste après Bowie. Ce titre les a fait exploser et a été classé numéro 1 dans le monde. Et puis ce morceau d'In Excess est sorti. Je me suis dit, mince, il y a quelque chose là-dedans. Et on a découvert plus tard que Nile Rodgers l'avait produit et on voulait quelque chose comme ça. Dans les années 80, la musique pop de Duran Duran est à son apogée. Nile va cependant transformer la couleur musicale du groupe pour les emmener encore plus loin. Ça a tout de suite vraiment collé entre nous. Et j'ai su qu'on allait devenir amis. Et j'ai trouvé ça d'autant plus remarquable qu'on venait de deux milieux si différents. En fait, il passait beaucoup de temps à l'extérieur du studio, à la réception, à passer des coups de fil pour caler ses enregistrements avec son prochain groupe. Et il revenait pour quelques minutes pour écouter et donner des idées. Mais sa concentration pendant ces quelques minutes était incroyable. Il frôlait le génie. Il venait, il disait « La batterie doit faire ça. Ok, la basse comme ça. Le chant comme ça. Avancez là-dessus. » On faisait ce qu'il avait dit et il revenait un peu plus tard. Précis comme un laser. Avec The Reflex, je voulais amener un son qui venait du hip-hop, le sample. Autrement dit, le fait de répéter des notes. 30 ans plus tard, c'est encore très populaire. Les gens continuent de le faire, comme Rihanna. Tout le monde continue de sampler et de répéter les notes. Mais c'était certainement la première fois qu'on le faisait avec ce titre de Duran. Et c'était révolutionnaire.
Après avoir fait The Reflex, j'ai produit The Wild Boys. J'ai volontairement essayé de les pousser dans une direction bien plus avant-gardiste. On voulait quelque chose de hip-hop et funky. Quelque chose que seuls les musiciens noirs savent faire. On voulait un style plus sombre. Et on a choisi la bonne personne pour ça. En 1984, une jeune artiste encore inconnue du grand public fait appel à Nile Rodgers pour produire son deuxième album. Leur collaboration propulse la demoiselle au rang de pop star. La légende Madonna est en marche. Madonna avait besoin de Nile Rodgers parce qu'elle était dévorée d'ambition. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse l'accompagner pour obtenir le succès planétaire qu'elle ambitionnait pour elle-même. La première fois que je l'ai vue, j'étais pas vraiment convaincu. La seconde fois, je lui étais totalement acquis. I chose to work with Nile Rodgers because I think that he's a genius, and I wanted to work with a genius on my record. And I think that he embodies a lot of different styles that I think my music embodies. He's very close to the black sound, funk. I mean, the stuff he did with Chic and Sister Sledge and Diana Ross is phenomenal. But he's also made a lot of great pop records with David Bowie and Duran Duran. Madonna avait quelque chose de vraiment génial. Elle bloquait sur certaines choses. Comme par exemple, elle savait que les plus gros acheteurs de disques étaient des filles de plus de 13 ans. Et ainsi de suite. Elle avait tout synthétisé. Les plus gros acheteurs de disques pop sont des filles de tel à tel âge, qui perdent leur virginité à tel âge. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Nile était persuadé que Material Girl devait être le premier single parce qu'il trouvait que Like a Virgin était une bonne chanson mais que le refrain n'était pas assez fort. Et elle s'y est opposée, elle avait cette conviction qu'il fallait démarrer par cette chanson, que l'album devait s'appeler Like a Virgin. Elle l'a imposé, alors qu'on en était quand même qu'à son deuxième album. Elle a imposé que ça se passe comme ça et l'histoire lui a donné raison. Like a Virgin is the biggest album of my life. Like a Virgin est le plus gros album de ma vie. Vraiment le plus gros. Bien plus que n'importe quel autre. Et j'ai signé un accord en anticipant les ventes du prochain album de Madonna. Les gens me demandent souvent, mais pourquoi après un si gros succès, vous n'avez pas retravaillé ensemble ? Alors, si j'étais Madonna, je ne referais aucun album avec moi à ce prix. La première chose que je ferais, ça serait de renégocier le contrat. Les gens ont oublié que c'est Nile qui l'a sorti de l'ombre, qui lui a fait l'album qu'il fallait, avec de grands musiciens et une vraie production, et qu'il a fait d'elle une star internationale. Dans les années 80, la carrière de Nile Rodgers est à son apogée. Les plus grands artistes font appel à son talent, comme Mick Jagger, Brian Ferry, Paul Simon ou encore Grace Jones. D'ailleurs, en 1985, Billboard Magazine le désigne meilleur producteur de singles du monde. La drogue et les excès rythment le quotidien de Nile Rodgers. Peu à peu, il déserte les studios d'enregistrement pour ne plus être tenté. En 1992, Bernard Edwards lui redonne l'envie d'écrire un nouvel album. Chic est de retour. Quand Chic s'est reformé dans les années 90, le monde avait un peu changé et il semblerait presque qu'ils aient été un peu trop en avance sur leur temps. Ils ont essayé d'aller dans une direction, disons, plus funky et house, avec leur single Chic Mystique, tiré de l'album Chicism.
Disons que l'album est arrivé un peu au mauvais moment. Nile and I have been together since we were about 17 years old. And this is the first time we've done a live show in about, God, it's been about 8 years. So I'm very excited about that. And it's our first time performing live in Japan, so I'm really excited about it. Ça, c'est Bernard et moi en train de répéter pour notre tournée. C'était en avril 1996. C'est seulement quelques jours avant qu'il ne meure, et on était en répétition. C'était un des meilleurs moments de notre vie. On s'est vraiment amusé. Et on n'aurait jamais deviné que quelques jours plus tard, il allait nous quitter. C'était extraordinaire pour moi de retrouver mon partenaire. Un jour ou deux après cette répétition, il a dit en interview quelque chose de vraiment poignant. Il a dit « Nile est mon guitariste et je suis son bassiste. » Pour moi, et je suis encore ému rien qu'en en reparlant, ces mots décrivent parfaitement notre relation. Il n'y a pas que le compositeur et l'associé qui me manquent. Il était mon bassiste et j'étais son guitariste. Le 18 avril 1996, après un concert de Chic à Tokyo, Bernard Edwards succombe à une pneumonie dans sa chambre d'hôtel. Le décès inattendu de Bernard laisse Nile démuni. Dès lors, ils se donnent pour mission de faire perdurer leur musique afin que le public s'en souvienne pour toujours. When we do the Sister Sledge song called Thinking of You, it's almost obvious. I can't ever play that without thinking of. Quand on joue la chanson de Sister Sledge, Thinking of You, je ne peux évidemment pas m'empêcher de penser à lui et à comment on a écrit la musique et les paroles. J'ai commencé par la musique. Bernard et moi, on était au téléphone et il m'a demandé à quoi je pensais. J'ai répondu que je pensais à lui parce que je m'imaginais toujours ce qu'il allait jouer à la basse. Il m'a répondu « C'est drôle parce que je me demandais ce que tu étais en train d'écrire. » On s'est retrouvés et on a appelé la chanson « Thinking of You ». Et à chaque fois que je la joue, c'est impossible pour moi de ne pas penser à lui. On va jouer un morceau que Bernard, mon ancien partenaire, a écrit pour Sister Sledge. Chaque soir quand je la joue, je pense à Bernard Edwards. Les productions de Nile Rodgers et Bernard Edwards traversent les décennies grâce au talent d'autres artistes qui samplent leurs plus grands tubes. En 1979, la célèbre ligne de basse de Good Times est reprise en boucle par Sugar Hill Gang et fait de leur titre Rapper's Delight le premier tube de la culture hip-hop. Je pense que j'ai été, comme la plupart des DJ, influencé par lui, comme la majorité des producteurs de musique house électronique. Je ne sais pas combien de ces tubes ont été samplés et utilisés dans des chansons de house music. Je pense que tous les DJ et tous les producteurs se sont inspirés de lui. Le répertoire de Nile Rodgers et Bernard Edwards est à ce jour le plus samplé du monde. Depuis les années 90, la génération hip-hop, R&B et électro, incarnée par Mojo, Faith Evans, Notorious Big ou encore Will Smith, s'empare de leur plus grand succès. Les titres des deux artistes passent à la postérité.
when I got sick with cancer, quand on m'a diagnostiqué mon cancer not clear whether I was going to live et qu'on ne savait pas si vraiment j'allais vivre ou mourir, I reverted to doing more music. je me suis mis à faire encore plus de musique. I wouldn't say revert, it's not quite right. Je devrais plutôt dire que j'ai décidé de faire encore plus de musique. I chose to write more music, I chose to perform. J'ai décidé d'écrire plus, de monter davantage sur scène parce que quand je pensais à la musique, au concert ou au travail de création, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais un ami sur qui je pouvais m'appuyer et que j'avais quelque chose que je ne pouvais pas laisser tomber. Parce que j'avais tellement de concerts de prévus, parce que je travaillais sur tellement de morceaux. Et si je devais mourir, tout ça m'aurait donné une raison de me lever chaque matin. Chaque soir, en allant me coucher, j'étais toujours optimiste. J'avais le sentiment que je n'allais pas mourir car j'avais des choses à faire le lendemain. Et ça m'aidait à aller de l'avant. Après la pop, après le hip-hop, l'avant-gardiste Nile Rodgers collabore avec la scène électro. Son savoir-faire ainsi que son talent se marient parfaitement avec celui des plus grands DJ producteurs. En plus du morceau Get Lucky, Nile travaille avec Daft Punk sur 2 autres titres dont Lose Yourself to Dance. Cette collaboration est une véritable renaissance pour Nile Rodgers. Quand les robots m'ont demandé de venir en studio pour travailler sur Get Lucky, avant même que ça ne devienne Get Lucky, ils m'ont demandé de leur montrer sur quoi je travaillais. Je leur ai passé le morceau d'Adam Lambert et quelques autres chansons. Et je leur ai dit, en ce moment je suis très influencé par Nile Rodgers. Et ils m'ont répondu, c'est drôle parce qu'il a joué sur le morceau sur lequel on voudrait que tu travailles. Et on a commencé à jouer comme ça. J'ai alors dit que si c'était ça les accords principaux, ce n'était pas suffisant en soi, et que ça manquait d'improvisation. Et j'ai joué. And I would play, and then I play, and I play, and then play, and I play. It was unbelievably comfortable for me to work with them because c'était incroyablement facile de travailler avec eux, parce qu'ils m'ont ramené dans un monde qui m'était vraiment familier. And the Grammy goes to Get Lucky, Daft Punk. L'album de Daft Punk est un des plus gros succès musicaux de ces dernières années. 4 Grammy Awards viennent couronner la collaboration entre ces artistes qui s'admirent mutuellement. Comme il l'a prouvé aux côtés de Daft Punk, Nile Rodgers vit avec son temps et se tient toujours à l'affût des nouvelles tendances. C'est pour cela qu'il travaille avec Avicii. Alors même qu'il est réputé pour son univers funky, il est aussi très ouvert à tous les autres genres de musique.
J'ai toujours eu des convictions quand il s'agit de mélodie et de direction artistique, tout comme lui. Je pense qu'on peut aussi s'inspirer l'un l'autre, même si on n'est pas du tout de la même génération. C'est incroyable de voir que même si on est issu de deux générations bien différentes, on arrive quand même à si bien s'entendre. C'est génial de travailler avec quelqu'un comme Avicii et tous ceux comme lui que les gens appellent DJ. DJ, c'est plus que ça. C'est un peu comme à l'époque où on parlait de Chic comme d'un simple groupe disco. Avicii n'est pas seulement un DJ. C'est certain DJ car il remixe en live ses morceaux et ceux d'autres personnes. Mais c'est aussi un compositeur, un artiste, tout comme moi. Mais il ne joue pas de guitare, mais il compose sur un instrument électronique. In the year 1960 when they built this body, and the year 59 when they built this neck. Il n'y aurait jamais dû y avoir une combinaison entre ce corps construit en 1960, en seulement 3 exemplaires, et ce manche construit en 1959. Je ne savais pas que tout était plus fin que la normale, ce qui rend l'ensemble plus léger. Ma guitare est légère comme une plume comparée à n'importe quel autre Stratocaster. Donc, cette erreur que j'ignorais est devenue une composante essentielle de mon son. C'est plus élastique et plus vif qu'une Strat normale. Même quand je ne suis pas branché à un ampli, comme maintenant, vous pouvez l'entendre. Plusieurs de mes ingénieurs du son m'ont dit qu'elle produisait une sorte de halo. Quelle que soit la guitare avec laquelle je joue, même les plus exceptionnelles, aucune ne produira un son comme celle-ci. Je n'arrête pas de lui parler d'une nouvelle session d'enregistrement. C'est juste que c'est sans aucun doute un des meilleurs, si ce n'est le meilleur producteur avec qui j'ai jamais travaillé. Nile a énormément contribué à la musique des années 70, 80 et même 90. Et regardez-le aujourd'hui. Il continue même dans les années 2000. Malheureusement, Bernard n'est plus avec moi aujourd'hui. C'est comme si je gardais la maison telle qu'on l'a construite ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie d'être un guitariste et un compositeur. Et après avoir composé ces morceaux, j'ai envie de remonter sur scène pour les jouer. Tout le monde le considère aujourd'hui comme une légende vivante. Maintenant, il regarde toujours en avant. Donc sa volonté, elle est de remettre en avant la marque Chic. Quelle valeur il va mettre derrière? Ça ne peut pas être le Chic de l'époque, parce que cette époque est révolue. Il l'a tenté en 92. Et il ne veut pas faire un album pour les puristes, parce que les puristes ne seront jamais totalement contents de ce qu'il pourra faire, parce qu'on vit avec le passé des albums de Chic, et on ne peut pas reproduire quelque chose qui était déjà parfait. Aujourd'hui, c'est mon album, ou l'album de Chic. Il y a le nom de Chic dessus, mais le travail de création est toujours le même. Si vous écoutez tous nos morceaux, des premiers jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui travaille avec les meilleurs qui soient dans leur domaine respectif. Si j'ai assez de chance, je serais content de travailler avec lui sur quelque chose qu'il a prévu pour Chic. Je crois qu'il m'a dit qu'il le voulait aussi. J'ai dit oui, c'est quand il veut. C'est une légende vivante. C'est le cas de très peu d'artistes. C'est une légende vivante. Le prochain album de Chic est une renaissance pour ce génie de la musique. Il n'a pas fini de nous surprendre dans un métier où il est difficile de rester au sommet. Nile Rodgers a vécu plusieurs vies dont il ne nous a peut-être pas livré tous les secrets. Si je suis si bon pour faire de la musique dans l'instant, c'est que je veux le faire rapidement. Je veux vous faire économiser de l'argent. Je veux vous rendre heureux et faire en sorte que vous vous disiez « J'ai hâte de travailler à nouveau avec cette personne ». Si Nile avait un secret, en tant que faiseur de tubes, ce serait la simplicité, le fait de toujours rester dans le groove. Il dégage une énergie incroyable. Il est génial avec les gens. C'est tout ce qu'on attend d'un producteur. Je pense que sa tête, elle travaille tout le temps. Elle est tout le temps en musique. Il a un grand sens musical, une excellente compréhension de tous les instruments. Il est si talentueux qu'il peut faire presque tout ce qu'on lui demande.
C'est un producteur prolifique, un auteur incroyable. Il est clairement au-dessus du lot. Ce que je sais, c'est qu'après ma mort, les gens continueront à chanter We Are Family. C'est fantastique. À mon avis, les gens chanteront Good Times. Ils continueront à chanter Oh Freak Out, mais aussi Upside Down, I'm Coming Out, et plein d'autres de mes compositions. Aujourd'hui, j'en suis à un point où je ne veux pas créer de la musique pour me constituer un héritage. Ça ne m'intéresse pas. Je veux créer de la musique parce que ça me motive et me donne de la détermination et un objectif, une raison pour me lever le matin. Et le jour où je ne me réveillerai pas, ils diront « On ne devait pas avoir une chanson en tête la nuit dernière ».